Bonjour Patrick Buisson. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes historien, vous êtes politologue, ancien conseiller sulfureux de Nicolas Sarkozy. Vous publiez La fin d'un monde, c'est votre dernier livre, il vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et il y a ce bandeau, oui, c'était mieux avant, voilà, qui dit un peu l'état d'esprit. C'est un travail d'historien très détaillé, où vous expliquez notamment que les années 1960-1975 sont les 15 piteuses, voilà comment vous les décrivez, les 15 piteuses de la société française, en référence évidemment aux 30 glorieuses. Les 15 années de décadence à cause de l'esprit petit bourgeois, de la recherche du profit, de l'économie qui a pris le pas sur le sacré. C'est remarquablement documenté, argumenté, vos références sont puisées dans les livres, mais dans les faits de société et dans la culture populaire, y compris dans les chansons ou dans les modes. Il faudrait presque, Patrick Buisson, en faire une lecture psychanalytique de votre livre, parce que vous jouez en permanence avec les registres, avec notamment le registre de la sexualité. Votre dernier chapitre est une défense de la virilité malmenée, la fin des hommes, dites-vous. Vous osez parler de la débandade de l'homme blanc, je vous cite, de la fabrique de l'homme mou, face à l'émergence des femmes de pouvoir et des valeurs féminines. Est-ce que je vous fais peur, Patrick Buisson? Alors, pas du tout. Je suis très content d'être avec vous pour cette émission aujourd'hui, Apolline de Malherbe. Et le drame, c'est d'être mal compris. Dans le dernier chapitre de La fin d'un monde, qui s'appelle effectivement Le baroud des phallocrates, je décris la réaction des hommes pris au piège, c'est-à-dire confrontés à un changement de pouvoir. La pilule est un changement de pouvoir. Evelyne Sulro, la sociologue du planning familial, le dit très bien. Après, elle prendra la défense des pères, parce qu'elle s'est rendue compte qu'on est allé trop loin. Elle dit « Nous avons dérobé aux hommes le feu du ciel ». Qui décide de la paternité à partir de la pilule? Ce sont les femmes. Ce ne sont plus les hommes. C'est un événement sociétal considérable. Et ça fait partie de ce qui est piteux dans ces 15 piteuses? Alors, on parlera des effets de la concentration. Si vous voulez, moi, je ne rejette pas le progrès technique. Je dis que les progrès sont souvent paradoxaux. C'est-à-dire qu'ils ont des effets qui annulent le profit ou le bénéfice qu'on pourrait en attendre. C'est comme ça l'histoire. Ceux qui pensent qu'elle est linéaire et qu'on marche vers un progrès continu, eh bien aujourd'hui, ils ont un démenti avec les faits, les événements. Nous sommes face à un événement régressif. Alors un esprit progressiste n'est pas équipé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que pour lui, tout va toujours dans le même sens. Aujourd'hui, mieux qu'hier et moins bien que demain. Vous savez, il y avait des petites médailles qu'on portait au cou dans les années 70 précisément, qui est la devise du progrès. Tout va vers le meilleur. Eh bien non, tout ne va pas toujours vers le meilleur. Sur cette question des femmes, est-ce que le simple fait que je sois devant vous, c'est un progrès quand même, non? Mais je pense qu'il y avait, vous savez, j'ai beaucoup regardé sur le site archive INA Media Pro les émissions des années 60. Il y avait beaucoup de femmes sur la plateau de télévision, énormément de femmes. Il y avait d'ailleurs une émission qui leur a été consacrée d'Eliane Victor, qui s'appelait Les femmes aussi, qui abordait tous les problèmes féminins. Si on avait besoin de dire les femmes aussi, c'est peut-être que ça manquait quand même. Non, mais Dim Dam Dom de Brigitte Gallard, il y avait énormément de journalistes femmes à la télévision. Là aussi, c'est une déformation de l'époque. Vous croyez que le travail féminin date de notre époque? Mais précisément, dans les années 70, il recule. Le travail féminin était beaucoup plus important en 1900, où il y avait 40% de femmes qui travaillaient, qu'il ne l'était dans les années 60. C'est normal d'ailleurs, c'était les femmes du baby-boom. Elles élevaient leurs enfants, elles ne travaillaient pas. Le travail féminin n'est pas du tout une invention de notre époque. Elles travaillaient, mais elles n'avaient pas de compte en banque. Bah non, parce qu'il n'y avait pas de banque pendant très longtemps, comme vous le savez. Enfin, vous jouez sur les mots. Bah non, parce que la société française, on le sait bien d'ailleurs, c'était un patriarcat tempéré d'un matriarcat, je veux dire, qui était plus que présent. Je veux dire, les hommes, effectivement, tenaient des discours au comptoir, mais à la maison, c'était les femmes qui dirigeaient l'espace qu'il était convenu d'appeler domestique. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que cet espace domestique, c'est l'oikos. En grec, c'est le foyer, c'est le centre de l'économie. Au départ, la famille, c'était le lieu de vie, de l'intimité, mais aussi le lieu de travail, parce qu'on travaillait en famille, la paysannerie, les artisans, voilà. On va y revenir parce que vous vous arrêtez longuement sur justement l'un des symptômes de cette décadence, en quelque sorte, qui est notamment la fin des paysans. On reviendra aussi sur votre vision du féminisme. Je voudrais simplement m'arrêter un instant sur ce que je disais, le bandeau de votre livre. Oui, c'était mieux avant. C'est de la provoque quand même, non? Non, absolument pas. Je vais vous dire pourquoi c'était mieux avant, de façon, je vous espère, simple, sinon convaincante. On comprend que c'était mieux avant quand on mesure ce qu'on a perdu. Vous voyez, c'est comme une femme, quand elle vous quitte, eh bien,
on lui trouve tous les charmes. Parfois, on la maudit. Vous voyez, encore une fois, lecture psychanalytique de votre livre et de tous vos arguments. Si vous le voulez, et si c'est un confort de lecture pour vous, je vous l'abandonne. Ce que nous avons perdu est plus important que ce que nous avons gagné. Nous avons gagné quoi? Du confort, de l'espérance de vie, des progrès techniques, de l'espérance de vie. Quelle vie? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie plus longue? Est-ce qu'elle est plus riche que les vies courtes? Je n'en suis pas sûr. Nous avons gagné tout cela, qui relève de la technique. Ce que nous avons perdu relève de la convivialité, de l'humanité. L'entraide, la solidarité, la joie de vivre, la gaieté, la légèreté, la pudeur. Toutes sortes de choses qui faisaient l'homme et la femme ancienne, vous voyez, je suis inclusif. Tout cela s'est évaporé, s'est dilapidé. Et ce sont des valeurs affectives, des valeurs qui ressortent au plus profond de l'humanité et qui sont infiniment supérieures que le fait d'avoir un iPhone avec des fonctions dont, personnellement, moi, je ne me sers pas des trois quarts d'entre elles. Et donc, la perte me paraît plus importante que le gain. Alors, je sais bien, j'idéalise pas le monde ancien. Vous savez, les gens de droite voient l'âge d'or dans le passé, les gens de gauche, ils le projettent dans l'avenir. Évidemment que ce sont des visions réductrices. Moi, je ne pense pas que le passé était idéal. Le passé pouvait être féroce, atroce, dur. Mais en termes d'humanité, si vous voulez, je pense que nous avons beaucoup perdu en qualité humaine, en qualité humaine. Et c'est, si vous voulez, tout le thème de mon livre est là, Apolline de Malherbe. C'est que le grand remplacement dont on parle depuis 10 ans n'est pas... Enfin, dont on parle, dont une certaine droite parle. Les journalistes aussi, parce qu'ils sont emparés de ce thème, pour le critiquer, certes, mais ce grand remplacement, ce n'est pas le grand remplacement ethnique, si vous voulez. Le grand remplacement qui est intervenu, c'est le remplacement de l'homme par le post-humain. C'est le remplacement de l'homme religieux par le consommateur, par l'homme économique. Le remplacement, si vous voulez, de Gaulle par François Hollande, d'André Malraux par Roselyne Bachelot, de Georges Brassens par Richard Anthony, pour prendre une comparaison de mon époque. Mais pardon, c'est un peu caricatural ce que vous dites. Quand vous dites c'était mieux avant et que vous montrez toutes ces caricatures, vous dites on a perdu une part presque d'humanité quand on voit quand même de qualité humaine. Oui. Quand on voit la fin de la peine de mort, n'est-ce pas le summum de l'humanité? N'est-ce pas le summum du progrès humain? Vous croyez qu'il y a la fin de la peine de mort? Vous pensez que la peine de mort a été abolie? En France, ça n'a pas été abolie. La peine de mort, elle circule dans nos rues. Elle est, au lieu d'être du ressort de l'arbitrage de l'État, elle est maintenant du ressort de la folie des particuliers. Ça s'appelle le terrorisme, ça s'appelle l'insécurité. Vous pensez que la peine de mort a été abolie? Elle est liée à la condition humaine. Simplement, ce ne sont plus les mêmes instances qui en décident. Vous auriez préféré finalement presque que l'État maintienne la peine de mort pour la supprimer des rues? Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle de qualité humaine. Quand les Français se mettent à leurs fenêtres à 20h pour applaudir ceux qui sont au front, c'est-à-dire les soignants, est-ce que ça, c'est pas une qualité humaine? Ah, mais oui, mais il faut en faire la bonne lecture. Je le dis d'ailleurs dans mon livre, je le dis dans la fin d'un monde. C'est même l'amorce de mon livre. Il y a une très bonne nouvelle dans ce qui s'est passé. La très bonne nouvelle, Apolline de Malherbe, c'est que le monde ancien est de retour. Le monde ancien est de retour à travers les valeurs du monde ancien. Parce que qu'est-ce qu'ils applaudissaient les Français à 20h? C'est-à-dire quoi, la défense de la vie? Non. Qu'est-ce qu'ils applaudissaient à 20h à travers le personnel hospitalier, à travers les premiers de corvée qui ont tenu la France à bout de bras? L'entraide, la solidarité, le dévouement au bien commun, toutes les valeurs qui étaient celles du monde ancien, pas les valeurs des winners, pas les valeurs des gagneurs, pas les valeurs de ce que sont les modèles humains proposés à notre aventure aujourd'hui. C'était quoi? C'est le monde du devoir et du don, face au monde du dû et du droit. C'est le monde des créanciers contre le monde des débiteurs. Eh bien, on a vu ce monde ancien ressurgir avec la mise en valeur de ces valeurs qui sont l'antithèse absolue du monde nouveau que nous avons vendu. En courtier avisé, en fondé de pouvoir habile, excellent stratège, Emmanuel Macron, pour se faire élire en 2017. C'est l'antithèse parfaite. C'est ça qui est de retour. C'est ça que les Français... En fait, c'est l'inverse du macronisme. Oui, c'est ça que les Français ont plébiscité. Mais je crois que Macron s'en est rendu compte. Mais pas peut-être pour en tirer les conclusions qu'il faudrait en tirer, c'est-à-dire introduire effectivement cette part de monde ancien qu'il a prétendu rejeter en disant, au fond, ce qu'il y avait avant n'existait pas. Vous savez, c'est le propre de ma génération. Elle est très coupable, la génération des baby-boomers. Moi, je suis né après la guerre. Les baby-boomers ne sont pas rentrés dans le classique conflit de génération avec les pères. Ils sont rentrés dans un conflit de valeurs. Avant, c'est un ressort de la tragédie, le conflit entre le père et le fils.
le fils cherchait à dépasser le père, à le surpasser pour mieux assumer l'héritage. En mai 68, on a voulu tuer le père. À De Gaulle, on a dit « papa pu », c'est un des slogans de mai 68. On ne veut plus voir la figure paternelle, on ne veut plus de la fonction paternelle. C'est-à-dire tout ce qui incarnait à l'époque l'autorité. Mais pardon, mais aujourd'hui, quand on arrête entièrement l'économie, quand on garde les avions cloués au sol, quand on garde les gens chez eux, quand on leur dit « arrêtons de travailler, on va vous payer à rester chez vous », pour sauver le père, c'est-à-dire pour sauver l'ancien, pour sauver les plus âgés qui sont menacés par le Covid. C'est bien que ce monde-là, il existe encore. Mais je vous dis, s'il est de retour, je m'en félicite et je crois percevoir ces signes-là. C'est pour ça que je ne suis pas du tout dans ce pessimisme nihiliste que partage parfois une certaine droite. Moi, je crois effectivement que cette part d'humanité, c'est-à-dire le meilleur de ce qu'il y a dans l'homme, peut renaître à condition de la solliciter. Solliciter, effectivement, toutes ces valeurs que j'énumérais. La gratuité, l'entraide, le don, tout ça effectivement été de retour. Parce que, vous voyez, c'est le type même d'événement régressif qui nous fait progresser en humanité. On ne progresse pas en technique, mais on progresse en humanité. C'est-à-dire on revient à cette qualité humaine. Vous avez dit que c'était des caricatures, mais j'ai voulu vous faire mesurer l'abîme qui sépare le type d'homme des années 60 et le type d'homme qu'on a pu rencontrer par la suite et de femmes. Il y a presque du sermon dans ce que vous dites. On va y revenir parce que si c'était un sermon, ce serait un sermon d'avant Vatican II, dont vous estimez que c'est aussi l'une des ruptures. Vous avez évoqué à l'instant le fait qu'il y avait une lecture d'une certaine droite, dites-vous, qui verrait dans le grand remplacement, c'est-à-dire l'arrivée massive d'une immigration, ce serait l'origine de tous nos maux, et vous dites je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est quand même très intéressant de penser que là-dessus, vous rejetez la lecture immigrationniste ou obsédée de la question de l'immigration d'une certaine droite? Alors écoutez, le charme de cette émission, c'est que nous avons le temps. Et ça, c'est une vertu du monde ancien. Prendre le temps d'expliquer les choses. Aujourd'hui, vous le savez, la loi de l'audimat, c'est on zappe, on va vite, on a peur que les téléspectateurs aillent sur l'autre chaîne parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils trouvent que c'est long et fastidieux. Je vais essayer de vous l'expliquer avec toute la force de conviction dont je suis capable. Je ne sais pas si j'arriverai à quelque chose, mais il faudrait que je remonte finalement loin en arrière. Vous savez, ça fait longtemps que je suis journaliste. Et j'ai été, il y a 40 ans, directeur d'un hebdomadaire qui s'appelait Minute. Aujourd'hui, quand on parle de moi dans la presse, on ne manque pas pour m'accabler de rappeler Patrick Buisson, virgule, ancien directeur de Minute. Ah, sans doute pour me faire honte. Eh bien, je vais vous dire pourquoi je suis particulièrement fier d'avoir dirigé ce journal il y a 40 ans. Nous étions les seuls à dire « attention ». Les seuls, vous m'entendez bien. Attention, l'immigration est un crime. C'est le crime d'un certain, par exemple, patronat, qui a fait venir cette main-d'œuvre pour l'esclavagiser. Il faut appeler les choses par leur nom. Et en même temps, dites que c'était les immigrés qui étaient victimes. Ah oui, c'est ça. Bien sûr. Mais ça posait un problème politique. Je vais essayer d'aller au bout de mon raisonnement. Pour les esclavagiser, en faire une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci, qu'on payait en dessous d'ailleurs du prix légal, pour faire concurrence à la main-d'œuvre française. Voilà. D'ailleurs, à l'époque, c'était très curieux, il y avait une convergence entre Minute et le Parti communiste français. Georges Marchais écrivait au recteur de la mosquée de Paris pour lui dire exactement la même chose, en disant « c'est un crime contre la nation française et contre la classe ouvrière ». Donc, c'était une faute politique très lourde. Il n'y avait pas de racisme là-dedans. Contrairement, évidemment, nous étions ostracisés, marginalisés, nous étions les seuls. C'était vraiment l'époque de l'interdit professionnel. Dire des choses comme ça était monstrueuse. Aujourd'hui, tout le monde partage ce constat. Pratiquement tout le monde dans la classe politique. Quand vous entendez Valérie Pécresse qui, au lendemain du meurtre de Rambouillet, de l'attentat de Rambouillet, dit il y a un lien entre immigration et terrorisme. Mais écoutez, 40 ans après... Vous estimez que c'est une forme de racisme de la part de... Non, mais c'est une analyse qui est trop courte et dont je ne me satisfais absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai voulu poser les choses en vous disant, voilà l'homme que j'étais il y a 40 ans et voilà ce que j'ai vécu, la marginalisation, l'anathème, l'excommunication. Vous m'avez présenté comme un conseiller sulfureux, sans doute était-ce ma part de diabolique. Oui. De diabolique. Il y a quand même une part chez vous de ça. Vous ne pouvez pas le nier. Non, de volonté d'aller au fond des choses, de dire les choses déplaisantes, même au moment où il ne faut pas les dire. Surtout au moment où il ne faut pas les dire. Sinon, où est le courage? Où est la force d'âme? Où est le caractère? Mais où est si le on courage chasse avec la meute, si on suit les chiens courants... C'est aussi ça le geste.
Comment? Où est le courage d'enregistrer les gens à leur insu? Vous le savez bien, on ne va pas rouvrir ce dossier-là, mais puisque vous vous présentez un peu comme une victime d'une sorte de cabale... C'est là où vous êtes extraordinaire, vous ne voulez pas entendre. J'écoute, mais simplement sur ce point, je ne peux pas vous laisser faire. En 3 secondes. Hein, en 3 secondes. Je n'ai fait ce travail que parce que j'avais une obligation de moyens. J'avais le président de la République tous les jours, 3 fois par jour au téléphone, dont le soir à 22h30. Je devais lui rendre compte des émissions, de ce qu'il disait sur lui, de la réunion que nous avions eue, où j'étais le premier et le seul au départ à parler. Je ne pouvais donc pas prendre de notes. Pour moi, c'était la seule façon de pouvoir lui faire une synthèse le soir. Monsieur Attali a fait 3 tomes de verbatim. Vous pensez qu'il a pris des notes pendant 3 ans? Alain Perfit a fait 2 tomes sur C'était de Gaulle. Vous pensez qu'il a pris des notes pendant 3 ans? Les 2 confrères, les saints de la profession, monsieur Davet et l'homme, ont enregistré le secrétaire général de l'Élysée, monsieur Joulier, à son insu, ont utilisé ses confidences pour en faire des papiers. Est-ce qu'il y a eu l'ordre moral et le gendarme qui s'est levé et leur a dit « C'est pas bien, vous êtes des affreux, des sulfureux ». Personne, Apolline de Malherbe, personne. Il y a simplement, parce que c'est Patrick Buisson, que je suis un homme de droite et disons-le, un réactionnaire, qu'il a fallu qu'on m'accable et qu'on me prête les pires turpitudes morales qui n'existaient Patrick pas. Buisson, faisons le pari de l'intelligence. Faisons le pari de l'intelligence. Vous ne me ferez pas pleurer, mais en revanche, je vous laisserai vous exprimer. Vous avez dit que vous vouliez expliquer que vous n'êtes pas forcément d'accord avec une certaine droite qui est obsédée par le grand remplacement. J'aimerais comprendre. Pourquoi? Ben voilà, je reviens au problème de fond, mais c'est vous qui avez fait cette légère digression, chère Apolline de Malherbe. Vous vous en êtes saisi. Voilà, ben oui, je m'en suis saisi parce que être réduit à cela, vous comprenez, quand on me connaît un peu, c'est non seulement injurieux, diffamatoire, mais c'est bête, c'est stupide, c'est vraiment la paresse intellectuelle qui conduit. Non, allez-y, non, je vous écoute. De Malherbe, ça ne s'adressait pas à vous, vous n'êtes pas à l'origine de cette campagne, vous n'y êtes pour rien, vous faites simplement, il y a un bruit médiatique, vous faites votre travail de journaliste, vous relayez ce que vous entendez, mais vous êtes aussi suffisamment professionnelle et intelligente pour vous faire une idée, et donc savoir quelle est la part de polémique inutile et dégradante dans ce genre de propos. Revenons-en à l'immigration, parce que c'est très important. Je vous disais, le vrai grand remplacement, c'est celui de l'homme par les postes humains. C'est celui qui a tout permis. Il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien de ce qui s'est passé depuis 40 ans. Je dis à mes amis de droite, il m'en reste encore beaucoup, beaucoup. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. C'est une erreur magistrale que nous paierons. Le problème, ce n'est pas tant l'islam que l'immigration. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Ceux qui font l'analyse inverse, qui mettent la question de l'islam avant le problème de l'immigration, se trompent. Et ils seront responsables des grands malheurs qui pourraient arriver à la France dans les années qui viennent. L'islam, Apolline de Malherbe, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin et, j'ose le mot, de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Mais le problème du vivre ensemble et de la cohabitation, il ne se pose pas simplement du côté des musulmans, il se pose du côté des Français, de la communauté nationale, qui devraient s'interroger. Qui a délaissé le sacré, on va y revenir, mais... Pardon, je m'arrête quand même un instant. On vous a dit très proche de quelqu'un comme Éric Zemmour, de quelqu'un comme Marion Maréchal Le Pen. Si j'écoute précisément ce que vous me dites à l'instant, au fond, pour vous, d'abord, vous n'êtes pas d'accord avec cette obsession-là, et vous considérez même qu'il y a une forme de souffler sur les braises. Vous dites qu'ils auront une responsabilité. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'ils recherchent presque une forme de guerre civile? Alors, moi, je ne veux absolument pas personnaliser ce débat. Je voudrais m'expliquer vraiment à fond, puisque nous sommes là pour ça, sur le rapport entre la société française et l'islam. Une des sources du malaise, c'est il ne faut pas prendre la partie pour le tout. Il ne faut pas prendre la conséquence pour la cause. C'est ce qu'on fait lorsqu'on se focalise sur l'islam. Notre rapport à l'islam, il est lié au recul du sacré dans la société française. C'est comme ça. Nous sommes une société où le sacré nous est totalement étranger. À quand voulez-vous que les musulmans s'assimilent? Quelles valeurs nous leur proposons? Il n'y a pas de commun substantiel, il n'y a pas de projet collectif. Pierre Manant disait fort justement, on n'habite pas une séparation. Il y a une séparation totale entre les musulmans et la société française. Ils sont habités d'un double sentiment explosif. Un sentiment de supériorité en termes de civilisation. Ils nous regardent comme une... Et si je vous écoute, ils ont raison. Ils nous regardent comme une société apostate, décadente, réduite à la marchandise, à la consommation. Vous partagez?
sur un point. Vous partagez. Oui, il y a un certain nombre de choses, oui, c'est certain. Et puis l'autre sentiment, c'est le sentiment d'infériorité, parce que c'est lié à leur impuissance, à leur marginalité dans la société française. Donc, vous voyez, c'est un cocktail explosif que ces deux choses-là. Est-ce que ça veut dire que finalement, le fait que plus aucun Français n'irait mourir pour sa foi, voilà. Plus aucun Français n'irait mourir pour l'Église, pour défendre l'Église catholique, non, voire même pour... pas l'Église catholique, simplement, vous savez, il y a un sacré transcendant, qui sont les religions, et puis il y a un sacré, on va dire, horizontal, ou voilà, qui peut être, par exemple, la patrie a été une religion. Oui, il y a des millions de Français qui sont morts pour la France en 14-18, en 40-45. Mais vous faites presque l'éloge, Patrick Buisson, de ceux qui considèrent que les lois de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Ben, un catholique considère que la loi naturelle est supérieure aux lois de la République. Et vous vous en réjouissez? Est-ce que c'est une bonne chose? Ah, mais je considère que ça ne me scandalise absolument pas qu'un croyant place la loi naturelle, la loi divine au-dessus de la loi de la République. Sinon, mais comment on fait pour vivre ensemble si on n'est pas de la même religion? Si on n'est pas de la même religion, c'est un autre problème. Ça ne fonctionne que si tout le monde est de la même religion. Non, ça fonctionne qu'à partir du moment où on partage les valeurs du sacré. C'est-à-dire qu'on pense que l'être n'est pas un être unidimensionnel, un être réduit à ce qu'il possède, un être réduit à ce qu'il consomme, un être réduit à sa peau. Écoutez, dans les années 60, il n'y avait aucun problème d'assimilation entre le million de musulmans qui étaient en France et les Français. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que nous avions un modèle attractif, ça s'appelle le patriotisme. Il était vivant, il y avait une identité profonde qui faisait que les musulmans la respectaient. Et puis il y avait une convergence, une proximité morale et symbolique entre l'islam et une France qui était encore chrétienne. Moyennant quoi les choses se passaient plutôt bien. Aujourd'hui, ce n'est plus possible en raison de la déchristianisation de l'Occident. Vous voulez le comprendre? C'est-à-dire, je voudrais vous poser dans les grandes religions monothéistes, il y a un tronc commun que l'on partage. C'est le sens du sacré. C'est de savoir que l'homme est un animal sacré. Le fond religieux, anthropologique, consubstantiel à l'homme. Et Patrick Buisson, qu'est-ce que vous faites des États-Unis? Aux États-Unis, le sacré est omniprésent. La relation au transcendant est omniprésente. Le président américain jure sur la Bible. Oui. Pour autant, vous avez le sentiment que c'est une nation unie, qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a pas de violence? Mais reconnaissez que le problème de la cohabitation avec l'islam et la région chrétienne des États-Unis se pose en des termes différents, ne serait-ce que parce que ce n'est pas le même poids démographique. La relation au sacré. Relation au sacré. Mais ce n'est même pas, pas le même poids démographique. Je voudrais revenir sur l'essentiel. Donc les musulmans portent ce regard sur nous. Nous ne pouvons pas leur offrir aujourd'hui un projet d'assimilation. Donc il faut bien chercher d'autres solutions ailleurs. Et c'est là où je vais répondre à la question que vous me posiez. Sur les choix stratégiques qui pourraient être faits par une certaine droite aujourd'hui. C'est quoi Pardon, je voudrais qu'on s'arrête un instant, parce que depuis tout à l'heure, vous dites certaine droite. J'ai eu peut-être la faiblesse de réutiliser la même expression. Je voudrais qu'on sache de quoi on parle. C'est quoi une certaine droite? Non. Si vous personnalisez le débat, on y arrive. Bah oui, mais moi je ne veux pas qu'on dise une certaine droite, c'est trop facile. C'est comme quand on dit le système, c'est trop facile. J'ai des relations, mais non, j'ai des relations d'amitié, parfois des divergences. Mais je vous le mettez où, le certaine droite? Je ne suis pas en banquier, mais c'est dans l'air du temps. Vous ouvrez les télévisions, regardez, lisez, et vous verrez que c'est dans l'air du temps. Vous parlez des chaînes de télévision d'une certaine droite, des journaux d'une certaine droite? Mais pas simplement, je veux pas personnaliser les choses. Je vais vous dire simplement une chose. Moi, je voudrais simplement que ceux qui nous écoutent sachent de quoi vous parlez. Eh bien, écoutez, ils vont comprendre tout de suite. Vous voyez, là, il n'y a pas besoin de recourir à la vulgarité des procès personnels. Et je n'ai pas du tout envie de les faire. Quand une idée devient une opinion, quand une idée se dégrade en opinion, et concédez-moi que dans les médias, parfois, il y a beaucoup plus d'opinions que d'idées. On éditorialise et on a rarement des idées, mais beaucoup d'opinions. Quand une idée devient une opinion, c'est que c'est une idée morte. C'est que la part de réel qu'elle contenait s'est évaporée. Bon, il y a des gens qui voient juste et qui pensent juste 10 ans avant, mais la vie bouge, le monde bouge. Et je vais vous dire une chose qui me paraît importante liée à cela. Quand ce qu'on a appelé longtemps le politiquement incorrect, d'accord, devient une forme de politiquement correct. Quand ce qu'on a appelé le politiquement incorrect n'est plus un acte de résistance et un acte de courage, comme ce fut le cas pendant très longtemps, ça devient quoi, Pauline de Manerbe?
ça devient une stratégie de carrière. Ça devient une stratégie de carrière. C'est un petit business aujourd'hui, le politiquement correct? Comme le politiquement correct l'a été très longtemps, ce sont les hommes, c'est comme cela, si vous voulez. Et d'une manière générale, je vais vous dire en employant une image historique qui peut-être vous agacera, mais c'est comme ça. Il y avait, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants de 42, 41, 42, très peu nombreux, très peu nombreux. Et puis il y a eu les résistants du mois d'août 44, ceux qui se mettaient des brassards, ceux qui jouaient les fiers à bras, les tartarins, etc. Au mois d'août 44, lorsque l'armée américaine avançait, il n'y avait plus aucun risque, plus aucun danger. Eh bien, Pauline de Malherbe, il ne faut jamais suivre les résistants du mois d'août 1944. Ce sont eux qui pratiquent les exécutions sommaires. Ce sont eux qui tirent dans le dos. Ce sont eux qui rasent les femmes et les promènent dans la rue. Jamais suivre, jamais, les résistants de 1944. Comme disait Éluard, comprenne qui pourra. Oui, comprenne qui pourra. Vous parlez par métaphore, chacun y comprendra ce qu'il veut. Enfin, moi, il y a un moment où mon travail, c'est aussi d'essayer de clarifier ce que vous dites. Ça veut quand même dire qu'en gros, vous estimez que vous êtes impur. Vous êtes pur. Non. Et que ceux qui aujourd'hui, pardon, j'en reviens à Éric Zemmour parce que c'est une des personnes aujourd'hui qui cristallise beaucoup ces questions-là, seraient des ralliés de la dernière heure au moment où le Front National monte. Mais attendez, je connais Éric Zemmour depuis 30 ans. Il a les mêmes idées. Simplement, si nous divergeons un peu aujourd'hui, c'est que je considère que la situation a changé et qu'effectivement, sur la causalité première, nous n'avons pas la même analyse. Il n'y a ni vindicte, ni rancœur, ni agressivité à l'égard d'Éric, quelqu'un que j'aime beaucoup, et ça fait 30 ans que nous nous connaissons, le problème n'est pas là. Mais il n'y a pas que lui, il y a la diffusion, effectivement, de ce que j'appelais le politiquement incorrect, qui est devenu une opinion. Et je vous dis, quand l'opinion devient prédominante, il faut s'en méfier, il faut avoir la réaction intellectuelle qui consiste à dire mais est-ce que ce que je pensais, moi, il y a 40 ans, vous savez, si j'avais une définition... Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu jaloux que tout d'un coup, d'autres partagent vos idées? Vous devriez... C'est assez étonnant, c'est assez surprenant. Attendez, quand même. au contraire, d'abord, je veux dire, quand l'opinion vous rejoint, il y a une certaine satisfaction. Mais quand on voit qu'elle vous rejoint tardivement et qu'elle ne comprend pas exactement ce qui se passe, alors là, vous avez un rôle d'éveilleur à jouer. Si on me demandait une définition de ce qu'est leur... Mais c'est quand même vous qui avez théorisé la droite décomplexée, c'est vous qui, le premier, avez dit à Nicolas Sarkozy, c'est le nom qui l'emportera en 2005, c'est question d'identité. Au fond, vous regardez votre bébé évoluer, et puis vous dites, ah bah c'est plus le mien. Écoutez, les questions que vous évoquez n'ont rien à voir avec la question de fond, qui est le rapport à l'islam et à l'immigration. Je vous dis simplement, dans la hiérarchie des problèmes, il ne faut pas se tromper. Laissez-moi vous dire une chose qui fera peut-être encore image, et vous me le reprocherez. Quand on demandait à Jacques Ellul, on lui disait, vous êtes réactionnaire. Il répondait, oui, je suis réactionnaire comme les avions en réaction. C'est-à-dire que je vais un peu plus vite que les autres. Mais moi, j'ai une autre image. Vous savez, dans les courses de Formule 1, on voit les voitures de tête qui mènent la danse, là, le peloton des voitures de tête. Et derrière, tout derrière, il y a une voiture qui paraît à la peine, qui a Anne derrière les autres et dont on se moque. C'est le dernier, allez, il ne va pas y arriver, celui-là. Sauf qu'elle a un tour d'avance. Eh bien, c'est ça, les réactionnaires. Ils ont souvent un tour d'avance. Ils voient les choses avant les autres, et quand l'énorme masse des autres les découvre, eh bien, les choses ont changé, si vous voulez. Donc, quand les choses ont changé, il n'y a aucune raison de ne pas le dire, de ne pas être dans la position de l'éveilleur en disant « vous vous trompez, maintenant le réel que vous croyez percevoir a changé ». Je dis donc à mes amis, qui restent mes amis, et je voudrais les en convaincre, que le grand remplacement n'est peut-être pas là, où ils le voient, où ils le dénoncent, et je leur dis... Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les musulmans en France sont victimes d'une forme de cabale ou de stigmatisation? Non, d'incompréhension. Parce que le sacré est devenu pour nous totalement incompréhensible. Ce qu'il représente est devenu incompréhensible. Nous sommes pratiquement la seule nation d'Europe, la seule, où les signes religieux sont interdits dans l'espace public, ou pratiquement bannis. Vous le regrettez? Dans l'espace public. Ben, je le constate simplement. Non, mais vous trouvez que c'est bien, c'est pas bien? Bon, écoutez, moi, je n'ai jamais été un laïciste forcené. Je trouve qu'on devrait pouvoir, effectivement, manifester sa foi comme on l'entend. Moi, autant je suis pour... Jusqu'où, ça veut dire, par exemple... porter un signe religieux n'est pas une... Le voile pour les femmes?
Ben écoutez, c'est ce que j'ai écrit dans un entretien à Valeurs Actuelles cette semaine. J'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans. Ouais, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère que, en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Voilà. Et donc, cette vision-là, moi, qu'est-ce que ça a de... tout est pornographique à ce moment-là. La marchandise est pornographique. Je ne devrais pas dire ça sur une chaîne d'information continue, mais la publicité est une obscénité et pornographique, c'est une agression. Il y a d'ailleurs des publiphobes. Hein, voilà. Pourquoi le signe religieux, les manifestations religieuses seraient reléguées dans l'enfer où était contenu et sanctuarisé, j'allais dire, le sexe au 19e siècle? La religion est devenue un tabou, comme la mort, par exemple. D'ailleurs, on dit même plus la mort, on dit la fin. Il y a un protocole hospitalier, c'est plus le terme naturel de la vie, la mort. Il n'y a plus la dimension sacrée de la mort, il y a simplement la fin de la vie organique. C'est une défaillance technique. Baudrillard a eu un mot très juste dans les années 70, lorsque il avait vu tous les travaux extraordinaires de Philippe Ariès sur l'homme devant la mort. Il a dit maintenant la mort est devenue quelque chose, une anomalie impensable. Mais non, elle fait partie de la vie, la mort. Et évidemment qu'elle lui donne son sens. Eh bien, ce que nous a révélé la crise, c'est cela, par exemple. C'est que cette dimension sacrée est évacuée. Elle n'est pas chez les musulmans. Elle n'est pas chez les croyants d'autres religions, notamment le catholicisme. Et donc, évidemment que les vrais problèmes sont là. Parce qu'on ne construit pas une société. Vous savez, c'est une vision que les croyants, en tout cas catholiques, condamneront. La religion, c'est ce que l'homme a inventé de meilleur pour faire société. Relier. La religion, à la fois, surtout le catholicisme, elle est à la fois microcosme et macrocosme. Elle relie les hommes entre eux et elle relie les hommes au ciel. Quand vous dites les croyants... C'est le lien qui a le plus résisté dans l'histoire. Quand vous dites les croyants, est-ce que vous vous incluez dedans? Est-ce que vous avez la foi? Oui. Oui, bien sûr. Oui, sinon je ne tiendrais pas. La foi, qui est une foi très imparfaite, qui est une foi... vous savez, c'est Bernanos qui disait, la foi, c'est 59 minutes de doute et 1 minute de transcendance, quoi. 1 minute où vous dites, il y a quelqu'un. Mais il y a 59 minutes de doute et il faut vivre avec le doute. Un mot, Patrick Buisson, sur cette tribune des généraux qui a été publiée, vous le citiez tout à l'heure par Valeurs Actuelles. Il dénonce le délitement de la France face à la violence, face à la haine, face aux hordes des banlieues. Vous auriez pu l'écrire ou la signer, cette tribune? Alors, non, parce que je ne me reconnais pas dans le style, et puis parce que moi, j'ai été élevé dans le... j'ai fait des études d'histoire, donc je pense que la solution, c'est jamais un uniforme emmanché sur un sabre, si vous voulez. Les généraux dans notre histoire ont fait des choses bien, ils ont fait des choses moins bien, et je préfère le premier de Gaulle au second, vous voyez, par exemple. Et donc, je ne pense pas que la solution soit dans l'armée, qui de toute façon ne bougera pas. Et sur le constat ? Et sur le constat, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que cette tribune est un événement considérable, et considérable le sondage qui a suivi. Ce qui dit que 58% des Français seraient d'accord avec le fond de cette... Et 49% seraient d'accord pour une intervention de l'armée en dehors de toute consigne gouvernementale. Ce qui est sidérant, sidérant. Mais ça signifie quoi quand on regarde bien les choses, Apolline de Malherbe? Vous êtes une journaliste qui essaye de le faire. N'essayez pas. Oui, mais non, je vous le dis, c'est la réalité. C'est que cette tribune et la réaction à cette tribune marquent la fin d'un cycle. Le cycle de mai 68. On a enterré Cohn-Bendit la semaine dernière. Personne ne s'en est aperçu, mais on l'a enterré. Mai 68, c'est la révolte anti-autoritaire. C'est la révolte contre le père. C'est la révolte contre les institutions. La désinstitutionnalisation. C'est ça, mai 68. Et que l'armée, compte tenu des valeurs qu'elle représente, honneur, etc., et il y avait d'une certaine gauche, une certaine méfiance. C'est pas nouveau, je vous le concède. C'est même un des clivages forts de l'histoire de France. Depuis le général Boulanger, et même avant d'ailleurs, on peut remonter au césaro-bonapartisme. C'est un des clivages. Et d'ailleurs, à l'occasion de la commémoration de Napoléon, faire ressurgir ce clivage. Je vous fais remarquer qu'il est le fils de la Révolution, Napoléon. Mais il comprend d'entrée une chose, c'est qu'il n'y a pas de légitimité en France à l'époque sans le sacre, sans l'onction divine. Il reprend la sacralité royale. C'est la première chose qu'il fait. Il garde tous les acquis de la Révolution. Il laisse aux bourgeois qui ont spolié avec les biens nationaux la moitié de la France leur propriété. Mais en revanche, il sait que la religion, une croyance commune, fabrique du lien social. Vous évoquez... Et l'Église le savait d'ailleurs. Elle a été la l'instant... meilleure dans ce domaine pour fabriquer du lien social. Les hospices, les lazarets, les écoles, les mouvements de jeunesse.
Voilà. Vous évoquez à l'instant les divisions qui ont pu ressurgir à l'occasion de la commémoration de Napoléon. Mais finalement, ces divisions, Emmanuel Macron les a balayées au moment de la commémoration elle-même. Dans son discours à l'Institut, il dit « La volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent ». Est-ce qu'on ne s'excite pas un peu pour rien, en fait? Quel est le Macron qui parle? Ça, c'est quand même la grande énigme, parce que en même temps, évidemment, brouille beaucoup notre perception de son discours. Et je vous répondrai après sur le fond. Le Macron qui nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française, c'est celui-là qui n'entend rien céder? Celui qui prétend qu'on peut brader, qu'on peut liquider tout ce qu'on a reçu de plus beau? Moi, je m'estime être un héritier comme tous les hommes de droite. J'ai trouvé dans mon berceau Charles Péguy, les cathédrales de Chartres, Verlaine, Rimbaud, Villon, Fragonard, Mansart, Le Nôtre. Formidable. J'ai trouvé ça à ma naissance. Ça m'a été donné parce que je suis français. Et donc, ce cadeau formidable, je considérerais que c'est rien, mais non, ça a forgé ma sensibilité, ça a formé ma réaction à ce que j'ai pu découvrir par la suite. Et voyez, Macron, c'est ça le problème, c'est cette ambivalence permanente. On a envie de l'aimer, on a envie de lui dire, tiens, voilà un président qui prend de la hauteur. Il a d'ailleurs essayé, les débuts étaient plutôt réussis, le retour à l'auctoritas, justement à l'autorité. Qu'est-ce qui fonde l'autorité? C'est pas simplement le suffrage universel. C'est important le suffrage universel. Mais il y a quelque chose qui est plus haut que le suffrage universel. C'est le sentiment que peuvent avoir les Français que le président sert le bien commun. Qu'il s'oublie lui-même pour servir le bien commun. Quelque chose qui place au-dessus. Voilà. Au Moyen-Âge, on appelait ça le commun pourfit, le profit commun. Alors ça, c'est la légitimité, c'est l'auctoritas. Dans le sacre royal, c'est ce qui faisait le roi, c'est qu'il est au service du bien commun. Il est là pour les pauvres, les petits gens. Et c'est pas son cas? La nation. Il a donné ce sentiment-là. Il a donné le sentiment d'avoir compris ce qu'était l'auctoritas. Et ça, je me suis dit, tiens, un type qui vient... Vous avez été séduit? Plutôt de la gorge. Alors, je me suis posé des questions, oui. Je l'ai dit dans des interviews, je l'ai dit à de multiples reprises. Je dit, tiens, il a l'air d'avoir compris ce que ni Hollande ni Sarkozy n'avaient compris. C'est-à-dire que la présidence, ce n'est pas un exercice de jouissance. La présidence, c'est un exercice de service. Service. Service, sacrifice, ascèse. C'est-à-dire qu'on est là pour servir les autres. On n'est pas là pour se goberger, se montrer, s'afficher, dire regardez comme je suis beau, que je suis le meilleur. On est là pour servir. Voilà. C'était le principe d'ailleurs de la monarchie française. Eh bien, Macron, oui, ça m'a interpellé. Et là, vous voyez, je me suis dit, il y a quelque chose quand même de bizarre parce qu'il y a chez lui cette volonté d'aller de comprendre la transcendance du pouvoir, la sacralité du pouvoir. C'est les facéties de l'histoire, c'est l'ironie de l'histoire que cet homme qui a un parcours qui ne prédestine pas à cela, emprunte ce chemin, c'est un miracle. Bon. Et après, il a montré qu'il était finalement plutôt un président comme les autres. Je vais vous donner un exemple. Le 19 mai 1940, les Allemands sont aux portes de Paris. Qu'est-ce que fait le dernier gouvernement français de Paul Reynaud, qui comprenait beaucoup d'athées, de libres penseurs? Ils vont tous à Notre-Dame de Paris pour aller implorer la protection divine contre l'envahisseur allemand. Ils auraient bien fait d'armer la France pendant les années où ils étaient au pouvoir, c'était une idée plus judicieuse. Ils vont tous à Notre-Dame de Paris. Et là, face au nouvel envahisseur, la petite bête là, la bestiole, le coronavirus, on ferme les églises. On interdit les célébrations publiques. Je dis, Macron... Bon, votre comparaison est un petit peu grossière quand même. Pourquoi? Parce que franchement, c'est absolument pas pour les mêmes raisons. Là, on ferme les églises parce que c'est pour des raisons sanitaires. On ferme tous les lieux de rassemblement. Mais attendez. Pas les églises plus que les... On ferme aussi les lieux de concert. Non. On ferme aussi les discothèques. Non, mais alors, je vais vous montrer, Apolline de Malade, que vous vous trompez. Vous vous trompez parce qu'effectivement, on a suspendu la liberté de culte en France à ce moment-là. Et on n'a pas suspendu la liberté de manifestation. C'est-à-dire qu'on a mis la liberté de manifestation au-dessus. Mais alors, vous pouvez dire des messes en plein air, au-dessus de la liberté de culte. Je vous sais plus intelligent que de jouer avec ça. C'est la question du plein air et des lieux fermés. C'est un événement important dans l'histoire de France. Le président Macron, qui se pique justement d'aborder les problématiques métapolitiques, devrait savoir qu'en période de crise comme celle-là, la religion est toujours un secours. Elle fabrique... Je veux dire, ce que ne fabriquent pas, ne donnent pas les psychotropes, le Lexomil, le Temesta et les 65 millions de boîtes
que nous consommons depuis que nous sommes sortis du religieux. Vous avez été reconnu comme ayant une faculté, en tout cas c'est Nicolas Sarkozy qui le disait, la faculté à prédire l'avenir à partir de l'état de l'opinion. Je ne suis pas voyant. Vous n'êtes pas voyant, mais vous aviez été le premier à dire que le non l'emporterait au référendum de 2005. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous lui aviez tapé dans l'œil. Nostradamus, disaient certains. La question que certains commencent à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que non seulement Marine Le Pen peut gagner, mais est-ce qu'elle va gagner? On peut déjà mettre sur la table un certain nombre de données qui configurent ou qui pourraient configurer l'élection de 2022. D'abord, j'ai été frappé par la dernière étude du Cevipof qui montre que jamais, vous savez, dans les questions récurrentes de cette étude sur l'opinion des Français, elle est faite chaque année depuis maintenant des décennies, on leur demande de se situer sur un spectre extrême droite, droite, centre, centre-gauche, gauche, extrême gauche. Jamais l'adhésion des Français à la gauche n'a été aussi faible depuis 30 ans. 26%. 26%. Un peu plus du quart de la population. L'adhésion à la droite est beaucoup plus élevée, mais ça n'a pas plus de signification. Je crois que les anciennes formes politiques, droite et gauche, sur la base des affrontements que nous connaissions, et notamment les affrontements qui étaient essentiellement économiques, un peu plus libéral, un peu moins libéral, un peu plus redistributif, un peu moins redistributif, ça c'est une période close. Elle est finie. Ce clivage a disparu. Oui. Ce sont des astres morts. Alors, il va y avoir des queues de comète pendant très longtemps. Le Parti communiste a encore des élus, vous voyez. Évidemment, le PS, c'est encore un parti d'élus, mais il n'a plus d'électeurs. Les Républicains ont encore des élus, ils vont avoir de moins en moins d'électeurs. Ce qui se passe cette semaine montre bien que, face à ces problématiques nouvelles, les vieux partis sont tombés en ruine. C'est-à-dire la force de Macron, s'il arrive à un moment historique où ça se produit, et il est pile poil dans le cycle. Formidable. Alors, est-ce de l'intuition, est-ce du génie politique, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était l'homme de la situation. Mais maintenant, les choses, évidemment, ont évolué. Alors, la configuration de 2022. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau et qu'est-ce qui peut changer l'issue du scrutin? Au premier tour. Au premier tour, ce qui me paraît possible, plausible, sans doute probable, c'est que, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le candidat que vont désigner les Républicains, ou celui qui sera parrainé par les Républicains, parce qu'il est peut-être à l'extérieur, évidemment, aujourd'hui je pense à Xavier Bertrand, ne sera sans doute pas, en tout cas il ne l'est pas à l'heure actuelle, en situation d'être qualifié pour le second tour. Pour la première fois dans l'histoire de l'élection présidentielle depuis 1965, le candidat de la droite risque d'être perçu comme non qualifiable. Ça, c'est un événement majeur. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, le réflexe de vote utile avait joué en faveur du candidat de droite, et au détriment, par exemple, du candidat d'extrême droite, voilà, qui était Le Pen. Cette situation peut s'interrompre. Et si Bertrand ou le candidat que vont désigner les Républicains n'est pas au-dessus de 15%, je crains que le réflexe de vote utile ne fasse qu'il termine la course à moins de 10%. Parce que les gens se disent, pourquoi on ne va pas voter pour le perdant? Une sorte de dynamique défavorable. Voilà, la dynamique de campagne jouera contre celui dont on pense qu'il n'a que peu de chances d'être au second tour. C'est une possible nouveauté importante dans, effectivement, l'évolution du rapport de force du premier tour et donc de l'univers de concurrence. D'ailleurs, il me semble avoir compris, d'après ce que fait Marine Le Pen, qu'elle est en train, alors qu'elle a fait une campagne très différente en 2017, plutôt d'essayer de refaire mouvement vers la droite ou la droite conservatrice, en prenant des positions différentes de celles qu'elle prenait avant. Elle peut gagner? Alors, ça, c'est une question à laquelle il est difficile à répondre, parce que, je veux dire, une élection présidentielle, ça se passe sur, d'abord, premier tour, on mobilise ses soutiens. Mobiliser ses soutiens, je pense que pour Marine Le Pen, aujourd'hui, la marge de progression, elle se trouve à droite. Pas chez Mélenchon. Elle se trouve par... est-ce qu'elle va réussir à plumer la volaille des Républicains? Parce que les Républicains risquent, surtout si une partie d'entre eux soutiennent Macron, ça risque d'être l'explosion. Donc, évidemment, c'est une situation qui lui est plutôt favorable. Il faut voir les choses comme elles sont. Donc, est-ce qu'elle va réussir à créer une dynamique de ralliement de l'électorat de droite à son bénéfice? Le second tour, c'est démobiliser vos adversaires. Et là, la question, elle est beaucoup plus difficile. C'est est-ce que la gauche, ou une partie de la gauche, va déserter les urnes et refuser de trancher le débat Macron
Le Pen. C'est donc entre les mains. Voilà. C'est donc entre les mains moi, des ce que je électeurs dis de manière un petit peu provocante, c'est que je pense effectivement, par exemple, que si une partie des Républicains soutiennent Emmanuel Macron, et notamment Nicolas Sarkozy, je crois qu'il fera une grande erreur. Il fera une grande erreur parce que là, il ouvre les conditions d'une élection de Marine Le Pen. L'électorat de gauche n'ira pas voter pour le candidat Macron soutenu par Sarkozy face à Marine Le Pen. Ils ne feront pas le Front républicain. Ils ne feront pas barrage. En tout cas, il y a un risque. J'étais sur un plateau avec Gérard Miller il y a 24 heures. Eh bien, lui me dit, moi, je m'abstiendrai. Enfin, c'est ce que j'ai compris de sa position. Il est quand même assez typique et topique de cette gauche-là. Lui qui est proche, donc, de Jean-Luc Mélenchon. Patrick Buisson, merci pour cet entretien. La fin d'un monde, oui, c'était mieux avant. C'est votre livre et c'est chez Albin Michel. Merci, Apolline de Malherbe.